Au moment où j'ai dit à mes parents que je voulais être comédienne, donc j'allais passer le bac, mes parents m'ont dit: «Est-ce que tu vois des gens qui te ressemblent à la télévision?» Ça a du sens ce que je fais. Ça a un intérêt de représenter des choses parce que ça sert à des gens et ça a un impact plus tard dans la vie. Donc il y a une notion de transmission. L'hostilité qu'on peut voir en entreprise entre les femmes, c'est une hostilité qui est évidemment organisée. Quand on a envie d'affaiblir un groupe, on le divise. On attire ce qu'on projette. Et pour projeter quelque chose qui vous ressemble le plus, en fait, ce qu'il faut aussi faire, s'écouter, s'écouter, s'écouter. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Clémence Mollet-Moukouri, je suis la présidente et fondatrice de Find Yourself, qui est une association loi 1901 qui œuvre pour l'empowerment des femmes. Donc, c'est-à-dire qu'on accompagne et on inspire les femmes à prendre conscience de leur capacité d'agir déjà sur leur propre vie, mais aussi à l'échelle de la société comme elles le veulent et comme elles l'entendent. Et parmi les nombreuses actions que nous faisons, il y a ce fameux mois de l'empowerment qui se clôture aujourd'hui avec une très belle table ronde, donc je suis ravie. Et l'objectif du mois de l'empowerment, c'est justement d'aborder des sujets de société sur lesquels il y a des enjeux d'inégalité entre les genres et d'aborder des sujets de société dont on ne parle pas assez avec les personnes qui sont concernées, notamment, pour penser ensemble une société qui est plus juste, plus durable et plus égalitaire. Parmi tous les sujets qu'on a abordés pendant ce mois de l'empowerment, on va aborder là maintenant le sujet des rôles modèles, de la représentation féminine. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, moi, inspirée, notamment de façon inconsciente, mais qui m'a beaucoup inspirée à créer Find Yourself quand je l'ai fait. C'était l'idée de se dire, mais en fait, dans cette société, qui puis-je être? Qui suis-je et qui puis-je être? Donc, merci beaucoup à toutes les deux d'être là. Je vous laisse déjà vous présenter. Bonjour. Je m'appelle Rebecca, je suis fondatrice d'une société de production qui s'appelle Maison Femmes, dans laquelle je suis productrice et réalisatrice. Société qui était avant tout un concept de dîner de femmes d'entrepreneurs et grandes dirigeantes que j'animais 4 fois par an. Pour laisser sa casquette de working girl à la porte et le temps d'un dîner se parler très franchement de la place de la femme dans le monde du travail, de la maternité, de voilà, des milliers de sujets qui duraient de 20h à 2h du matin à chaque fois, parce qu'on avait beaucoup de choses à se dire. Et à l'issue de ces dîners, je me suis rendu compte que ça avait une importance pour moi d'avoir une entreprise qui était infusée des valeurs qui avaient été évoquées au cours de ces dîners. Donc, je me suis séparée de l'ancienne boîte de production dans laquelle j'étais associée pour monter celle-ci et ça fait 5 ans maintenant. Donc moi, je suis Marielle Lieberclair. Je suis experte en prise de parole en public depuis 2013, après une carrière de comédienne et de voix off dans l'audiovisuel. En 2020, en pleine crise Covid, et alors que mon activité s'était complètement effondrée, j'ai décidé de lancer un sommet en ligne du leadership féminin qui s'appelait Grandeur d'âme, d'âme en un seul mot. J'ai eu beaucoup de chance parce que ça a tout de suite pris. J'ai fait 2 éditions de ce sommet en ligne avec plein d'invités magnifiques et on a rassemblé quand même 10 000 femmes qui ont suivi ces 2 sommets en cumulé. Et je dirais que le Covid a été l'occasion pour moi de vraiment faire mon coming out féministe, on va dire, puisque je n'en parlais jamais avant, mais il y avait beaucoup de choses qui me choquaient, qui m'indignaient depuis de nombreuses années. Et là, j'avais le temps de le faire. J'ai mis cette énergie, au lieu de rester dans l'angoisse, de rester chez moi et juste de faire du pain et du yoga, ce qui pouvait être aussi une option, mais j'ai préféré faire un sommet pour aider les femmes à y voir plus clair, à prendre leur place et à pouvoir aussi s'indigner de choses qu'elles parfois elles peuvent considérer comme normales, ou comme voilà, il y a pas le choix, c'est comme ça, il faut qu'on fasse avec. La résignation, c'est pas trop mon truc, j'avoue. Voilà. Super. Merci à toutes les deux, encore une fois, d'être présentes. Donc, comme je l'ai dit, la raison pour laquelle on aborde ce sujet, c'est notamment la question de la représentation au sein de la société. Et donc, du coup, les gens qui sont là ne vous connaissent pas forcément. Moi, je vous connais, je sais que vous êtes extraordinaire. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vous ai invité, c'est parce que souvent, quand on parle de rôle modèle, alors on pourra en discuter, hein, chacun pourra me dire quelle est sa vision, enfin, qu'est-ce qu'on met derrière le terme de rôle modèle. Mais en tout cas, moi, la façon dont je le projetais, c'était forcément une personne qui était particulièrement connue, qui avait particulièrement fait des exploits, qui était, enfin voilà, c'était une grande marche à atteindre. Alors que depuis que j'ai fait ça, je me rends compte qu'en fait, un rôle modèle, c'est toutes les personnes que j'ai dans mon quotidien qui font des choses qui m'inspirent. Et donc, c'est la raison pour laquelle je voulais démystifier un petit peu ce sujet-là et vous donner la parole dessus. Et pour commencer, je voulais demander aussi à toutes les deux qui ont été vos premiers rôles modèles, féminins ou non d'ailleurs, et en quoi ils vous ont influencé. Alors mon premier rôle modèle féminin, c'était pas quelqu'un de connu. Quand j'étais adolescente, il y avait une dame qui vivait juste au-dessus de chez nous,
qui pour moi était déjà une femme mature, qui était une femme en fait qui avait l'âge que j'ai aujourd'hui, donc ça me fait un peu bizarre, mais qui vivait seule. Ce qui était déjà dans un immeuble où tout le monde était marié avec plein d'enfants et tout ça, qui vivait seule et qui était très lettrée et qui était indépendante financièrement. Tout ce que n'était pas ma maman. Donc je la regardais avec des grands yeux, cette femme, et j'allais passer mes mercredis après-midi et mes samedis chez elle parce qu'elle me prêtait des livres, parce qu'elle me disait mais de toute façon, si tu as envie de faire des choses, si tu as envie de pas faire un métier comme tout le monde, il faut le faire, tu as les capacités, tu peux le faire. Et elle était un peu ostracisée. On l'appelait, je me souviens que les voisins l'appelaient la vieille fille, ce qui est un terme qui n'existe plus aujourd'hui. Et grâce à Dieu, tout simplement parce qu'elle n'avait jamais eu d'homme dans sa vie. Et voilà, donc elle était ostracisée à cause de ça. Ce qui, moi, me scandalisait déjà quand j'avais 14 ans. Et c'était une femme d'une brillance intellectuelle. J'avais des conversations, ça durait des heures avec elle. Et, et je ne mettais pas le nom de rôle modèle sur cette femme à l'époque. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je me disais, mais ouais, j'ai envie d'être comme ça plus tard. J'ai envie d'être une femme qui s'assume, qui est curieuse des choses et qui ne se met pas de barrières. Pour moi, c'est un peu plus, un peu plus, je sais pas, traditionnel. C'était ma grand-mère. Enfin, c'est toujours ma grand-mère d'ailleurs, parce qu'elle est encore là. Mais parce que c'est une grand-mère un peu à part. C'est-à-dire que elle a eu 2 maris dans sa vie. Elle a eu un premier mari qui était un monsieur qui venait d'immigrer du Maroc et qui n'était pas du tout attendu dans la famille. Et malgré tout, nous, on est très fiers de grand-père, donc on est content d'arriver de ce mix de culture-là. Ensuite, elle s'est remariée avec un monsieur qui avait 10 ans de moins qu'elle. Donc, encore une fois, elle est allée un peu à contre-courant de ce qui a été attendu d'elle. Elle a été grand-mère à 48 ans. Elle a fait 1001 boulots complètement différents. Elle a élevé mon père toute seule une partie de sa vie. Elle a même déménagé au Brésil pendant 1 an avec lui tout seul. Enfin, elle a fait tout ce qui n'était pas attendu d'elle. Et d'ailleurs, elle m'a toujours soutenue dans tout ce que j'ai fait qui n'était jamais attendu de moi. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir m'émanciper assez vite dans des choix de vie que je pense que j'aurais eu du mal à assumer si j'avais pas eu ce soutien inconditionnel. Voilà. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous pensez que c'est vraiment si important que ça, d'avoir des rôles modèles féminins qui nous ressemblent, en l'occurrence, pour pouvoir prendre sa place comme on veut dans sa vie? C'est important et c'est pas important. Il y a une phrase qui m'avait beaucoup marquée dans un des films que j'ai réalisé qui s'appelle Transféminité. Une des femmes qui a témoigné dans ce film avait dit ce qui me rend fière aujourd'hui, c'est d'être devenue la représentation que je n'ai jamais eue. C'est important de devenir d'être fidèle à ce qu'on a envie de faire et de devenir le rôle modèle qu'on n'a peut-être pas eu et qu'on a envie de pouvoir projeter. Et à la fois, aujourd'hui, quand je vois qu'il y a de plus en plus de représentations dans le sens large du terme qui sont assumées, je trouve que ça fait du bien parce que du coup, ça donne la possibilité à n'importe qui de se dire que dès qu'on croit à quelque chose, en fait, c'est possible. C'est un rôle très, très important d'avoir effectivement autour de soi des personnes qu'on admire, qui nous donnent de l'énergie et qui, quelque part, au moins ont un élément dans leur personnalité, dans leur façon d'être qui nous ressemble. Moi, là, comme ça, tout de suite, je pense au moment où j'ai dit à mes parents que je voulais être comédienne, donc j'allais passer le bac. Et la première réaction qu'ont eu mes parents, donc il faut se figurer qu'on est au tout début des années 90, mes parents m'ont dit: est-ce que tu vois des gens qui te ressemblent à la télévision? Et effectivement, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de gens qui me ressemblaient à la télévision. Et donc, ça m'a vraiment coupé l'herbe sous le pied et j'ai mis 8 ans. J'ai travaillé, j'ai été salariée, etc. Et j'ai mis 8 ans avant de me dire, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux vraiment être artiste, je veux vraiment être comédienne, je veux vraiment porter des textes, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de gens qui me ressemblaient. Et je me disais, ils ont raison, c'est déraisonnable. C'est eux qui ont raison, c'est eux qui savent. Et maintenant, je suis ravie de voir, je me dis, ça a quand même vachement évolué. Des jeunes qui veulent être artistes peuvent voir des gens qui leur ressemblent dans les médias. C'est déjà une énorme avancée. On peut faire mieux, hein, mais c'est déjà une énorme avancée, je trouve. Oui, tout à fait. Mais du coup, est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui peut ralentir, en l'occurrence, les femmes dans la progression, dans la progression en recherche de l'atteinte de leurs objectifs? Oui, je pense que ça peut vraiment les freiner. Je dirais que dans ces cas-là, alors c'est facile à dire, hein, mais faut essayer peut-être de trouver des gens, pas forcément des gens francophones, donc aller regarder des rôles modèles dans d'autres pays
aller à la bibliothèque, chercher, parler aussi autour de soi en disant: «Est-ce que tu connais, des personnes qui font tel ou tel métier?» J'en sais rien, dans la science, dans la technologie et cetera, des jeunes femmes qui font ça, qui réussissent bien dans faut être curieux et ne pas se contenter de la première, j'ai envie de dire, de la première couche, ce que l'on voit partout dans les médias dominants, mais essayer d'aller les chercher, en fait, ces rôles modèles, parce que je pense qu'il y en a partout, en fait. Mmh. Je pense qu'il y en a partout, mais elles sont pas forcément toujours très visibles, et c'est ça la difficulté, je dirais. On va revenir à cette notion de visibilité. Oui. Tu le disais, les rôles modèles, elles peuvent être partout, donc on n'y a pas forcément accès. Et je le disais aussi un petit peu plus tôt, dans cette idée de rôle modèle, en tout cas moi, la façon dont je le projetais, c'était forcément quelque chose de grandiose. Selon vous, à partir de quel moment on est légitime à dire que telle personne est un rôle modèle? À partir de quand on est légitime pour dire moi-même, je peux être un rôle modèle, ou telle personne est un rôle modèle? Moi, il me semble que c'est compliqué de se dire: «Je suis un rôle modèle». Hein, c'est comme, les acteurs, les actrices, ils disent: «C'est pas à moi de dire que je suis une star, c'est au public à dire que je suis une star». Pour moi, le fait de se dire: «Je suis un rôle modèle», ça me paraît un peu étrange. En revanche, ce que je pense, c'est que je peux être le rôle modèle de la Marielle de 16 ans, qui n'avait pas confiance en elle, qui était maigre comme un clou. Les garçons ne la regardaient pas, et cetera, et j'avais la sensation que, que c'était difficile, en fait, d'être une femme, jeune, d'être une femme jeune et métisse dans un environnement où il y avait pas de gens qui me ressemblaient, et avec des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu vraiment, qui ont travaillé très dur, et cetera, mais qui étaient dans une forme de résignation face à la vie. Un métier, c'est fait pour gagner sa vie, c'est pas fait pour s'épanouir. De toute façon, un jour, tu auras des enfants, tu feras plus ta maline, tu voudras plus avoir de grands projets, tu faudra déjà faire manger ta portée, voilà. Et donc, eux, ils avaient une vision du monde qui ne me faisait pas envie. Je me disais: mais si c'est pour vivre comme ça vaut pas le coup, en fait. Donc, quand je regarde le parcours que j'ai eu, où j'ai un peu pelé l'oignon de toutes ces croyances limitantes qui m'ont été, qu'on m'a collé dessus, en fait, ça a demandé du travail, et ça a demandé aussi du courage. Ça a demandé aussi de s'entourer de personnes qui croyaient dans mes capacités et dans mon potentiel. Et ça, s'il y a une chose à retenir, je pense, par rapport à cette question, c'est, je pense que c'est important de bien s'entourer, pas de s'entourer de gens qui n'arrêtent pas de vous montrer les obstacles à chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, mais au contraire, des gens qui vont dire: «Mais tu peux le faire». Je te dis pas que ça va être facile, je te dis pas que demain ce sera fait, mais tu peux le faire. Moi, je ne m'identifierais pas comme un rôle modèle, mais je crois que la plus grande satisfaction que j'ai eue au cours de mon parcours, c'est, en tant que productrice, quand j'ai des jeunes talents que j'ai formés et qui m'ont accompagnée tout au long de la création de la société, qui me disent, a posteriori, une fois qu'ils ont avancé dans leur propre carrière, en fait, je me suis rendu compte que tu m'as appris à travailler, ou que ça m'a servi, et que je les vois s'émanciper et s'épanouir, surtout dans leur propre carrière. Ça, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux de ma vie, et je me dis: ça a du sens ce que je fais, et ça sert. Et là, oui, je peux me dire, ça a un intérêt de représenter des choses parce que ça sert à des gens, et ça a un impact plus tard dans la vie, donc il y a une notion de transmission. Et en tant que réalisatrice, quand on fait un film, moi, ma motivation quand je fais des films, c'est parce que c'est quelque chose qui sort du cœur, que j'ai besoin de raconter, mais je me dis pas, c'est pour monter les marches de Cannes, ou ou avoir un prix. Mais quand on a la possibilité de donner de la visibilité à ce qu'on raconte, et que ça touche les gens, et qu'à la fin d'une projection, les personnes qui sont directement concernées par ce sujet viennent te voir en larmes, ou avec énormément de paillettes dans les yeux, en disant: c'est le truc qu'il me fallait pour me redonner de la force aujourd'hui, c'est la représentation qui nous manque. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui sert, et donc du coup, je suis contente de pouvoir le représenter. Mais c'est ça qui va me donner peut-être un peu de légitimité dans mon travail, c'est que je me dis: ça a servi. Mmh. OK, c'est le fait d'être utile, en fait. Oui. Ouais, OK. Je comprends. Mais donc, vous l'avez dit, les gens ne vous connaissent pas forcément, vous avez toutes les deux vraiment des très belles carrières. Donc, tu as dit, Marielle, tu as été comédienne. Aujourd'hui, tu accompagnes des femmes dans leur posture de leadership, à prendre la parole en public, qui est une des plus grandes peurs de la plupart des gens, d'ailleurs, il faut le dire. Donc, tu as fait énormément de choses. Et toi, pareil, Rebecca, comme tu as dit, tu es productrice, réalisatrice. Tu as aussi Maison Femme. Vous avez fait toutes les deux vraiment beaucoup de choses qui vous rendent fières. Néanmoins, tu l'as abordé tout à l'heure, il y a quand même des moments où syndrome d'imposture,
tu le vis. Et toi, Marielle, j'imagine que toi aussi, alors que tu accompagnes justement les femmes sur les sujets de leadership, qu'est-ce qui va titiller, on va dire, ce syndrome d'imposture? À quel moment vous vous dites, là, je suis pas à la hauteur? J'ai l'impression que le syndrome d'imposture, moi, je dors avec, en fait. C'est-à-dire que je me lève pas le matin en me disant: «Je suis la reine du monde». Je me lève le matin et je me dis: j'ai envie de faire ça, mais je suis qui pour la ramener et me dire que je vais être capable de faire ça? Je m'alimente à mon envie. Parce que si je commence à donner trop à manger à mes peurs, à mes doutes, à la sensation, moi je me considère quand même comme une autodidacte. J'étais pas du tout appelée à faire ce que je fais aujourd'hui. Et en même temps, je me dis que à un moment donné, si on se dit pas mon envie, elle est plus forte que mes doutes, mon envie, mon élan, je dois l'honorer. Parce que quelque part, c'est une chance d'avoir des envies. C'est une chance d'avoir des passions. C'est une chance d'avoir des projets. Il y a des personnes, quand vous leur demandez ce qu'ils ont envie de faire, vous dites, je sais pas, je sais pas dans quoi j'ai envie de mettre mon énergie. Donc, quand on a cette chance d'avoir plein d'idées et plein de projets, bah, il faut honorer ça, me semble-t-il, en y allant, même si on a peur, en y allant, même si on a des doutes, parce que je crois que ça fait un peu partie de la condition humaine. Les personnes qui ont zéro doute, moi, ils me font un petit peu peur. Je me dis, oula, parce que Trump, il a peur de rien, lui, il a jamais de doute, hein. Mais alors, quand on voit les âneries qui sortent, là, on se dit, ok, d'accord. Donc, vaut mieux avoir des doutes, vaut mieux se questionner, vaut mieux se remettre en question, vaut mieux discuter aussi de ces projets avec des personnes qui sont positives. Ça ne veut pas dire qu'elles vont toujours vous dire vas-y, il y a pas de souci, mais elles vont vous mettre les warnings au bon endroit. Je pense que c'est ça qui peut permettre de claquer un peu le bec au syndrome d'imposture. Dans mon cas de figure, c'est un peu compliqué parce que finalement j'ai 3 casquettes. C'est-à-dire que j'ai une casquette de chef d'entreprise, j'ai une casquette de productrice et j'ai une casquette de réalisatrice qui sont vraiment 3 métiers complètement différents. Donc quand je me suis lancée là-dedans, d'abord je me suis lancée dans la production, honnêtement au flanc. Enfin, je me suis improvisée directrice de production du jour au lendemain, hein, parce que j'ai décidé que c'était ce que je voulais faire. Et en fait, j'étais toute seule derrière un ordinateur chez moi et j'avais personne pour me dire ce que je devais faire ni comment je devais le faire. Donc déjà là, quand j'y repense, je me dis, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que j'ai eu autant de courage pour me dire: «C'est bon, je fais ça et je l'assume». Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ça a servi. Mais le syndrome de l'imposteur, il revient régulièrement parce que j'ai été autodidacte, que j'ai pas fait de formation, que je me suis retrouvée dans des équipes qui, on va dire, à 70% des gens qui étaient dans ce milieu-là sont des gens qui sont passés par des écoles pour apprendre les métiers de l'audiovisuel, du cinéma, etc. Et que quand on a un rôle de directrice de production, on est là quand même un peu pour chapeauter tout le monde, mettre un cadre juridique, social, financier, chose que je ne connaissais pas du tout. Donc il y a toujours un moment donné où chaque chose, je le prends comme un challenge et quand j'arrive à le dépasser et que j'apprends, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on est autodidacte, en fait, on apprend tous les jours et il faut accepter aussi d'être amateur, amatrice, hein. Et ça, c'est très difficile quand on commence des projets, c'est de se dire, je recommence à zéro. Donc, j'ai zéro connaissance. Et c'est ça parfois qui me ramène à ça. Mais le fait d'essayer, et c'est pas toujours simple, de plutôt se dire: «Je vais regarder en arrière pour voir tout ce que j'ai fait», plutôt que, regarder vers l'avant en se disant: «Ouh là là, tout ce que je dois faire pour arriver à ce que j'ai envie de faire». Et juste prendre ce petit temps-là de se féliciter pour ce qu'on a accompli jusque-là, ça aide à dépasser ces moments où on est challengé par, «Mais est-ce que, en fait, je suis encore capable? Est-ce que je suis légitime à faire, ce que j'ai envie de faire?» Une des raisons aussi pour lesquelles je voulais évoquer cette notion de rôle modèle, c'est finalement pourquoi est-ce que c'est important aussi d'avoir des rôles modèles qui soient des rôles modèles féminins certes, mais qui soient vraiment aussi d'horizons divers et variés et pas que blancs. Moi, je me rappelle en tout cas quand j'étais petite, j'avais pas du tout cette notion de rôle modèle, mais en tout cas toutes les personnes auxquelles j'aspirais, je me disais ah waouh c'est super. En dehors de Beyoncé, c'était que des femmes blanches. Et à un moment donné, ça commençait à me poser problème très personnellement de me dire il y a un truc où il y a une dissonance. Est-ce que toi, Marielle, du coup, ça s'est passé pour toi, qui est une femme métisse? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aussi, toi, frappé, Rebecca? Et ouais, pourquoi c'est important, en fait, d'avoir différents rôles modèles qui soient dans la société, qui aient des visages différents? J'ai vécu en fait la même chose que toi, Clémence. C'est-à-dire que plus jeune, tous mes rôles modèles quasiment étaient des femmes blanches et en fait, j'en avais même pas conscience.
je me disais: «Oui, bon, bah, voilà, oui, je suis un peu plus foncée, mais on s'en fout, quoi. J'ai des choses à faire, j'ai plein d'envies, j'ai envie d'avoir une vie, de faire plein de choses, d'être une femme libre et tout». Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte à quel point c'est important parce que c'est l'imaginaire, en fait, conditionne notre capacité à nous projeter. C'est-à-dire que si j'ai que dans mon imaginaire, j'ai que des femmes, que je trouve remarquables, mais qui sont blanches quelque part, il y a une partie de mon cerveau qui dit: «Oui, mais toi, tu es pas comme elles. Donc pourquoi est-ce que tu peux aspirer à un destin qui va être, aussi intéressant, aussi créatif?» et cetera. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans mes rôles modèles, j'ai Oprah Winfrey évidemment, j'ai Christiane Taubira que j'adore. J'ai même emmené sa photo là, je me suis dit: «Tiens, je Christiane, tu es avec moi?» Voilà, Christiane, tu es avec moi et voilà, elle est là, elle est avec nous, hein. Vous pourrez dire que vous avez assisté à une table ronde avec Christiane Taubira, pour la simple et bonne raison parce qu'il y a eu une étude très sérieuse qui a été faite par l'université de Neuchâtel, en lien avec une université, de mémoire, une université suédoise. Ils ont fait un test avec une cinquantaine d'étudiants, garçons et filles, pas mélangés justement, et ils leur ont demandé de faire une prise de parole. Les garçons ont fait une prise de parole d'abord devant un mur, voilà, comme si moi je faisais une prise de parole là avec un mur neutre derrière. Puis on leur a demandé de faire une prise de parole avec un rôle modèle féminin au fond, et puis ensuite avec un rôle modèle masculin. Donc c'était Bill Clinton et Hillary Clinton. Tour à tour. Ils ont fait une prise de parole à chaque fois qui était de la même durée, une durée assez importante par rapport aux filles devant qui on a fait cette expérience devant un mur neutre. En revanche, quand on demandait à ces jeunes femmes de faire une prise de parole avec en fond de salle la photo d'Hillary Clinton, c'est une étude qui a été faite en 2013, donc ça date un peu, mais donc voilà. Et Angela Merkel, leur prise de parole était beaucoup plus claire, beaucoup plus assertive et beaucoup plus longue. Alors que quand le mur était neutre, elles avaient des prises de parole qui étaient beaucoup plus courtes que les garçons. Donc les garçons voyaient que ça changeait rien, quelles que soient les représentations, ils avaient des prises de parole qui étaient à peu près de la même durée. Mais clairement, les rôles modèles qu'on donnait à ces jeunes femmes leur donnaient de l'assurance, en fait, leur donnaient confiance dans leurs capacités. Moi, il y a surtout eu le sujet, franchement, de la grossophobie pendant une grande partie de ma vie. Donc, je me suis souvent sentie en minorité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai exprimé que très récemment, parce que je n'ai jamais osé, de ne pas être représentée, de ne pas avoir quelqu'un en qui je me reconnaisse, qui puisse représenter le fait d'être une femme juive, lesbienne, grosse, pendant toute ma carrière, et ce qui m'a empêchée d'avancer sur certains sujets. Donc j'ai eu longtemps l'impression de vivre en tant que minorité, mais de ne pas pouvoir l'exprimer parce que justement, je suis perçue comme une femme blanche, et donc, a priori, il n'y a pas de sujet chez moi. Donc quand j'ai vu émerger des profils comme celle que j'ai évoquée pour Ava DuVernay, qui pendant longtemps ont fait partie d'une minorité et qui finalement s'assument complètement et grandissent sans avoir de choix à faire en plus. C'est-à-dire qu'elle a ni fait le choix d'être réelle, ni fait le choix. En fait, elle a fait tout ce qu'elle avait envie de faire et comme elle a envie de le faire. Ça m'a donné de la force. Et pourtant, en effet, quand on me voit comme ça, on se dit pas, je peux dire, hey, sister, I see you. On n'en a pas trop parlé, parce que nous, une des valeurs qu'on prône, c'est vraiment la sororité. Mais on reste dans une société, enfin moi je me confronte encore beaucoup aujourd'hui à des femmes qui disent et qui vivent cette fameuse comparaison entre femmes et cette hostilité, en fait, même au-delà de la comparaison, il y a vraiment une forte hostilité entre femmes, et notamment quand justement, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans le salariat, quand les femmes essayent de gravir les échelons, il y a ce truc-là de, en fait, on ne peut pas être deux ou plus. Enfin, on ne peut pas être plus qu'une, en fait, à certains postes de responsabilité. Et voilà, ça, c'est vraiment très sociétal, c'est cultivé par beaucoup, beaucoup de choses. Comment, justement, la sororité, de façon concrète, ça peut aider chacune à prendre sa place en tant que rôle modèle à l'échelle qui lui sied, bien évidemment, et avoir, du coup, davantage de rôles modèles qui soient inspirants et accessibles pour toutes. En quoi la sororité, c'est vraiment un levier à ça? Déjà, je voudrais dire que l'hostilité qu'on peut voir en entreprise entre les femmes, c'est une hostilité qui est évidemment organisée, puisque quand on a envie d'affaiblir un groupe, on le divise. Ça se voit depuis la nuit des temps. Donc, pour moi, vraiment, la sororité, c'est de toute façon la clé. Les femmes ne sortent pas du ventre de leur mère en se disant « je vais être en compète avec les autres filles ». Non, c'est un système patriarcal qui nous met en compétition les unes avec les autres en disant « attention, il n'y en aura qu'une, elle va être choisie par l'homme ».
et elle régnera sur tous les autres, main dans la main avec le mal. Moi, je trouve ça ignoble d'abord. Je trouve ça ignoble de savoir que tout ça, quelque part, c'est une pensée sociétale, on pourrait dire ça comme ça, mais que cette pensée, à partir du moment où on en a conscience, on peut le défaire. C'est-à-dire que là aussi, il ne s'agit pas de se résigner et de se dire, bon, bah, c'est comme ça, on est forcément tout en compétition. Bah non, on peut s'entraider, on peut faire le choix, même face à une personne qui pourrait démontrer de l'hostilité, dire, mais écoute, ça sert à rien en fait qu'on se mette en compétition. On sera beaucoup plus forte si on s'allie. Et je me souviens même quand j'étais ado ou même jeune adulte, je croisais des filles qui me disaient, moi, de toute façon, je m'entends bien qu'avec les garçons. Et je me disais, mais c'est quoi c'est quoi cette façon de et d'en être fière en plus, de dire genre mon genre, c'est un genre qui est tout pourri en fait les filles. Donc vite, vite, je m'allie avec les garçons parce que déjà ça a un nom, hein, ça s'appelle le syndrome de la Schtroumpfette. Hein. C'est vrai, ça s'appelle comme ça. Quand j'ai vu ça, La seule parmi tout un groupe. la seule parmi The le One. groupe d'hommes. Ouais. Voilà, et elle n'a de particularité que d'être une femme. Elle n'est pas particulièrement ni intelligente, ni créative. Juste le fait d'être une femme, voilà, fait que elle est l'élue, quoi. Et donc, ce syndrome de la Schtroumpfette, à partir du moment où on en prend conscience, je crois qu'il faut aller un petit peu lui casser les pattes. Parce que si on a envie que la société change, si on a envie que ce soit plus ouvert pour les femmes à tous les niveaux de l'entreprise, mais aussi de la société. Hein, moi, j'ai hâte qu'on ait enfin une présidente de la République. Ça ne marchera pas si on se tire dans les pattes. C'est pas possible. Et donc, plus de femmes à tous les niveaux, plus de femmes qui font la courte échelle aux autres femmes. Selon moi, c'est ça la solution. Moi-même, j'ai eu le syndrome de la Schtroumpfette. Du coup, j'étais cette meuf-là quand j'étais au lycée. Et c'est pour ça que j'ai créé Maison Femme, parce que quand j'ai commencé les dîners, en fait, je me suis surpris à l'époque à ne pas comprendre pourquoi, et ça c'était en 2018, pourquoi les femmes criaient de plus en plus, c'était dans la rue. Et je me suis dit, mais il y a un moment donné où si tu as vraiment envie de comprendre, donne la parole à celles qui sont en train de le faire pour déconstruire un peu ta manière de penser. Et d'ailleurs, je n'ai grandi qu'avec des garçons pendant longtemps. Et quand j'ai découvert cette richesse, déjà, de me sentir à ma vraie place, c'est-à-dire avec mes sœurs, effectivement dans tous les sens du terme, et de comprendre pourquoi on a besoin de plus de représentation, pourquoi on a besoin d'être mis plus en valeur, et surtout de nous donner la parole, tout simplement, ça a été très libérateur pour moi. Et d'ailleurs, ça m'a permis très tard, malheureusement, mais de faire mon coming out et de me rendre compte que toutes les fois où je me suis sentie justement mise en compétition et jalouse de certaines filles, c'est pas que j'étais jalouse, c'est qu'en fait j'étais amoureuse de ces filles, mais que je pouvais pas me le dire. Et on m'a pas donné la place de pouvoir juste avoir cette pensée-là, en fait. Parce qu'aussi, j'ai vécu dans une culture qui était aussi traditionnelle, avec un schéma très hétéronormé, où il fallait que je marie non seulement une personne juive, mais un juif marocain, parce qu'il fallait satisfaire les envies de mes grands-parents, quoi, de tous mes ancêtres. Mais donc, tu vois, je trouve ça cool de l'entendre, parce que ça me renvoie à ça, et je suis encore plus contente d'avoir créé cette société pour casser ce truc-là, qui certainement m'empêcher de m'épanouir en tant que, bah, tu sais quoi, le rôle modèle qu'en fait j'ai envie d'être. Ce serait quoi le conseil que vous auriez donné à toutes les personnes qui sont là, hein, d'ailleurs, mais le conseil pour toutes les personnes, et spécifiquement les femmes, parce qu'on sait qu'il y a des biais particuliers en tant que femme, et encore plus quand on est à l'intersectionnalité de plein de choses, comme d'habitude, pour toutes ces personnes-là qui questionnent leur légitimité et leur envie peut-être de faire plus pour inspirer d'autres personnes. Comment on fait pour dépasser ça, ces freins, ces croyances limitantes dont tu parles? Alors, je dirais que on va dire, pour lever le frein à main, déjà, c'est prendre conscience. Pour moi, prendre conscience, c'est la moitié du chemin. Quand on prend conscience qu'il y a quand même beaucoup de freins qui sont liés au système patriarcal, qui ne sont pas forcément liés à nous, mais qui sont liés à un système qu'on a quand même beaucoup internalisé. Déjà, ça, c'est quelque chose de très puissant, très puissant. Je le dis en tant que féministe, pas de féministe depuis toujours, féministe depuis à peu près une dizaine d'années. Parce qu'il y a plein de choses dont je prends conscience là tous les jours, que je considérais comme des choses absolument normales.
Et donc déjà, la prise de conscience, première chose. Deuxièmement, dans tous les endroits où c'est possible, sensibiliser les hommes aux freins et aux injonctions que l'on a en tant que femme, ce que j'appelle moi les hommes de bonne volonté. Plus les hommes de bonne volonté seront au courant de ce que nous vivons, nous, plus ils pourront en parler à d'autres hommes, parce que ce sera plus facile. Ce sera plus facile d'être entendu en tant qu'homme sur le sujet des femmes que voilà. Et enfin, je dirais le troisième conseil, bien s'entourer, bien s'entourer, bien s'entourer. Je crois que c'est capital. On prend l'odeur et on prend la forme des personnes avec lesquelles on est le plus souvent. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Si vous êtes tout le temps avec des personnes qui questionnent votre capacité, qui questionnent vos rêves, qui vous disent tu vas pas y arriver, c'est complètement irréaliste ce que tu veux faire, ça va être très compliqué pour vous de vous extraire de ça. Vous rajoutez des difficultés supplémentaires. Donc, être hyper sélective sur les gens que l'on côtoie, sur les gens avec lesquels on passe le plus de temps, je crois que c'est un droit qu'on a. Et si on pense qu'on l'a pas, il faut qu'on se l'accorde. Je vais juste complémenter parce que je suis 100% d'accord. Je complémente en disant, en effet, il faut bien s'entourer, mais pour s'entourer, tu sais, on dit souvent qu'on attire ce qu'on projette. Et pour projeter quelque chose qui vous ressemble le plus, en fait, ce qu'il faut aussi faire, s'entourer, mais s'écouter. Et cet instinct, on parle souvent de l'instinct qui n'est absolument pas féminin. Tout le monde a un instinct en lui, en elle. Il n'y a rien de mystique là-dedans. En fait, l'instinct, il est constitué par une accumulation d'expériences qu'on a dans nos vies, de toutes ces émotions qui sont passées par nos corps, et qui sont un peu qui est un guide, en fait, à un moment donné. Et cet instinct, plus vous saurez l'écouter, mieux vous saurez vous guider. Parce qu'il existe, parce que toutes ces choses sont déjà en vous. Donc, quand vous avez vraiment envie de faire quelque chose, quand il y a un truc qui vous semble complètement, mais qui ne vibre pas avec vous du tout, éloignez-vous. Parce que c'est là où vous trouverez le meilleur chemin, vraiment. Et donc, c'est là où vous vous entourez aussi des meilleures personnes. Plus vous vous écouterez, plus vous aurez les personnes qui ressemblent plus à la personne que vous avez envie d'être et qui vous permettront d'émerger en étant cette personne et en devenant vous-même des rôles modèles sans même parfois le savoir pour d'autres personnes. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Clémence. Merci à vous.